toutes et vous tous, je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième webinaire organisé par le Centre de spécialité médicale Odon-Vallée et la MGN. Le premier webinaire était sur environnement et santé des femmes et des enfants. Il est accessible en libre accès, bien sûr, pour vous tous. Et on prévoit à la rentrée un webinaire sur le syndrome des ovaires polykystiques, dont le nom a changé d'ailleurs, et un sur les nouvelles données de E3N sur la ménopause. Donc aujourd'hui, avec Marc Espier, qui est expert en sénologie, nous modérerons ensemble ce webinaire qui est Faut-il élargir le dépistage des cancers du sein? Marc Espier est ancien directeur du Cénopole de Saint-Louis et maître de conférences des universités à l'université Paris-Cité. Donc je vais commencer avec la première présentation. Voilà. Sur finalement les facteurs de risque de cancer du sein. Pour quelles raisons certaines femmes ont un cancer du sein? Eh bien, je vais me baser surtout sur les données de la Haute Autorité de Santé qui a fait un rapport sur ce sujet et qui a identifié un certain nombre de risques. Certains risques correspondant à des risques élevés de cancer du sein, d'autres des risques faibles, donc plutôt protecteurs, et enfin, dans certaines situations, des risques qu'on considérait comme à haut risque et en fait n'ont pas d'impact sur le cancer du sein. Alors pour nous mettre dans la pratique clinique de tous les jours, nous allons voir ensemble quels sont les facteurs de risque identifiables et à rechercher au cours d'une consultation. Donc on va voir le déroulement d'une consultation. Alors tout d'abord, bien sûr, il y a le lieu de naissance, lieu de résidence, catégorie sociale, enfin tous ces points que nous allons aborder. Et je me suis permis d'interroger les personnes inscrites à ce webinaire pour avoir leur avis sur les facteurs de risque en leur demandant s'ils considèrent du haut risque et du bas risque. Alors, premier point, continent de naissance. Donc, les réponses étaient par les participants à ce webinaire que le fait d'être né en Asie correspondait à un bas risque de cancer du sein par rapport aux États-Unis, par exemple, et à l'Occident, que le fait d'habiter en ville correspondait à un haut risque par rapport à vivre à la campagne, et enfin que le niveau socioculturel élevé correspondait à un bas risque. Eh bien, l'analyse de l'HAS va un peu dans le même sens, mais avec une petite différence. Vous voyez que pour les deux premières réponses, c'est-à-dire continent de naissance, résidence en ville, en effet, lorsqu'on est en Asie, le risque est plus faible, et lorsqu'on habite en ville, le risque est plus élevé. Par contre, lorsqu'on est dans une catégorie sociale élevé, eh bien, le risque est plus important. Alors, il y a d'autres par cœur, je ne vais pas tous les détailler aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop de temps, mais les conditions de travail également, le travail de nuit correspond à un risque un peu plus élevé, et le personnel navigant, donc en avion, correspond à un risque un peu plus élevé. Alors, vous voyez, il y a des couleurs un peu différentes, il y a rouge vif et puis rouge un peu plus sombre, et cette différence vient du fait que lorsqu'elle est en rouge vif, le facteur de risque montre un risque supérieur à multiplié par 4, alors que quand c'est en rouge bordeaux, si on peut dire, le risque est à peine supérieur à la normale, 1, 2 à 1, 3. Sédentarité, c'est-à-dire le fait d'avoir une activité physique très réduite, correspond à un risque un peu plus important. La question du stress, pour les participants à ce webinaire, ça correspondait à un haut risque. Eh bien, l'HAS n'a pas mis en évidence de risque supérieur, bien identifié et spécifique dans ce contexte-là. Ensuite, la question de l'environnement. Alors, il y a bien longtemps été utilisé le DDT et qui portait à l'évidence un risque très important. Alors, qu'en est-il pour les pesticides et les herbicides? Eh bien, les répondants ont répondu oui, le risque est élevé. Pour les herbicides, oui, le risque est élevé. Et en fait, pour l'HAS, il n'y a pas d'augmentation du risque certain. Pour l'alimentation, les graisses, manger beaucoup de graisses de viande comporte un risque modérément élevé. Par contre, prendre beaucoup de vitamines, on pensait que c'était protecteur. Non, ce n'est pas protecteur, ça n'a pas d'effet. Et maintenant, si on voit l'alcool, eh bien, l'alcool, pour tout le monde, le risque est beaucoup plus important, et c'est exact. Et pour le tabac, eh bien, en fait, ils n'ont pas mis en évidence à l'époque, parce que évidemment les travaux évoluent tout le temps, tout comme les déodorants, ça n'augmente pas le risque de cancer du sein de manière significative.
Sur les antécédents familiaux, je passerai vite parce que le docteur Alain Labi vous en parlera un peu tout à l'heure. Eh bien là, à l'évidence, il y a une augmentation du risque qui est claire. Mais ce sera détaillé tout à l'heure. Maintenant, les antécédents personnels. Et donc, il y a un certain nombre d'antécédents que nous allons voir ensemble. La maladie d'Hodgkin, vous voyez, les répondants ont estimé que le risque était assez élevé. Et en effet, il est très élevé, couleur rouge vif. Les radiations ionisantes, non. En fait, il n'y a pas de preuve réelle. L'existence d'un diabète ou d'une obésité montre un risque plus important. Donc ça confirme ce qu'on avait comme information. Maintenant, la prise d'antibiotiques, ils n'ont pas montré de modification, ni pour l'usage de metformine. Par contre, l'utilisation prolongée d'AINS, de vitamine D, de calcium, ça entraîne une diminution du risque modeste. Maintenant, les antécédents purement gynécologiques, l'âge des premières règles avant 12 ans, pour les participants à ce questionnaire, le risque est plus élevé. La nulliparité, le fait d'avoir pas de grossesse, le risque était plus élevé pour les répondants. L'existence d'une première grossesse avant 30 ans, ça correspondait à un bas risque. Et l'existence d'une prééclampsie au cours de la grossesse, donc une hypertension artérielle gravidique au cours de la grossesse, ça correspondait à un bas risque. Et exactement, tout le monde avait tout à fait raison. Donc, on voit un peu les bas risques. Vous voyez, c'est en vert pour l'âge de la première grossesse, la prééclampsie et aussi l'allaitement, comme vous le savez. D'autres facteurs maintenant, la contraception orale, c'est en couleur bordeaux, donc c'est un risque modérément augmenté. Les répondants étaient d'accord. Par contre, il y avait beaucoup de questions sur les traitements de la stérilité, sur le syndrome des ovaires polykystiques, dont le nom a changé d'ailleurs, et sur les fausses couches spontanées. Eh bien là, il n'y a pas de preuve dans la littérature que le risque est d'augmenter. Donc il y a peut-être une surestimation du risque par les répondants. Par contre, l'ovarectomie, on en parlera tout à l'heure, enfin, Alain Labbé m'en parlera par laboratoire, ça, évidemment, c'est protecteur. Alors, concernant l'âge de la ménopause, eh bien, si la ménopause arrive avant 40 ans, c'est plutôt protecteur. Par contre, si elle survient après 55 ans, c'est plutôt une augmentation de risque. Et le THM est un facteur de risque, comme vous le savez. Enfin, les antécédents personnels mammaires. Alain Labbé m'en parlait tout à l'heure, les cancers du sein, cancer canalaire in situ, cancer lobulaire in situ, l'hyperplasie atypique et même les lésions mammaires non atypiques correspondent à une augmentation du risque. Par contre, vous voyez, concernant les prothèses, certains pensaient que ça protégeait, et en fait non. Par contre, le tamoxifène protège en effet, et les participants pensaient que le risque était un petit peu augmenté. L'existence de seins denses, de seins volumineux, la prise d'utilisation de soutien-gorge n'augmente pas le risque. En tout cas, il n'y a pas de preuve dans la littérature que ceci augmente le risque. Donc, pour conclure, les 5 catégories de facteurs de risque élevés, donc c'est correspondait à la catégorie rouge, c'est-à-dire un risque relatif multiplié par 4, donc 4 fois plus de risques. C'était âge supérieur à 50 ans, l'hérédité, on en parlera, la prise d'alcool, le DDT, mais qui a été abandonné en 1970, la maladie d'Hodgkin, et puis les pathologies mammaires, bien entendu. Enfin, pour conclure, ben, lorsqu'il y a des facteurs de risque, parfois, il y aura des actions de prévention, pour en parler dans les questions éventuellement. Lorsqu'il y a des facteurs de risque, eh ben, il y aura des modifications de techniques de dépistage, bien sûr, mais le plus souvent, le dépistage organisé est l'élément central du dépistage du cancer du sein. Donc, merci pour votre écoute. Et donc, je vais passer la parole à Marc Espier pour présenter notre ami Alain Lavib. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, on va en effet donner la parole à Alain Labib, qui est cancérologue et qui travaillait dans les centres de lutte contre le cancer et notamment à l'Institut Curie. Donc, il va nous parler d'oncogénétique et donc d'hérédité au cancer du sein. Alain, c'est à toi. Merci Marc. Excusez-moi, je rajoute juste un petit mot. En bas, il est marqué Q et R, questions et réponses. Donc, c'est là où il faut que vous mettiez vos questions et on répondra à vos questions à la fin des 5 interventions. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des cancers du sein héréditaires et de la consultation d'oncogénétique. L'hérédité est un facteur de risque majeur des cancers du sein. Et donc, c'est au milieu du 19e siècle où Broca a décrit les premiers cas de cancer héréditaire avec 4 générations successives dans une même famille de cancer du sein.
Et là, on fait un énorme bond en avant avec en 90-94 la découverte des gènes BRCA1, donc Breast Cancer 1 et BRCA2. Et je précise tout de suite qu'il s'agit non pas de gènes qui donnent le cancer, mais des gènes réparateurs de l'ADN. En fait, c'est des gènes protecteurs qui sont suppresseurs de tumeurs, sont les gardiens du génome. Ce n'est que dans le cas de mutation délétère, donc, où le risque de cancer est nettement favorisé. Voici donc un arbre généalogique d'une situation familiale qui a permis de faire des tests pour découvrir ces gènes BRCA1, BRCA2, avec 3 cas de cancer chez 3 sœurs, donc avec une histoire familiale prépondérante. Mais il y a d'autres cas où on peut être amené à rechercher les gènes, c'est les caractéristiques de la lésion, je vais en parler tout à l'heure, ou chez une patiente atteinte de cancer du sein qui présente dans la tumeur une altération des gènes BRCA1 et ou BRCA2. En 2010, donc un progrès énorme a été fait avec le séquençage à très haut débit qui a permis une augmentation de la capacité des tests génétiques, à la fois en nombre d'individus, en nombre de gènes séquencés et pour l'analyse globale du génome. Donc ça a abouti à une augmentation considérable du nombre de tests réalisés. Il s'agit donc la mutation délétère des gènes BRCA1 BRCA2 se fait sous la mode de transmission autosomique dominante, le gène BRCA1 étant porté par le bras long du chromosome 17 et BRCA2 par le chromosome 13. Il s'agit d'une pénétrance incomplète parce que les risques de transmission lorsqu'un parent est atteint sont de 50%, mais le risque de déclarer la maladie est aléatoire. C'est pour ça qu'on parle de pénétrance incomplète. Par ailleurs, l'expressivité de ces mutations concerne bien entendu principalement le sein, mais aussi à un moindre degré les ovaires et à un moindre degré encore certains autres cancers comme la prostate chez l'homme et le pancréas. Donc c'est la mutation délétère de 2 gènes majeurs BRCA1 BRCA2 qui va favoriser l'éclosion d'un cancer. Mais il y en a d'autres gènes, il y a le PALB2, le TP53 et d'autres encore. Donc les formes vraiment héréditaires du cancer du sein, ça représente 2000 à 3000 nouveaux cas par an, soit 50 000 femmes prédisposées, responsables de 1000 décès en France. Donc 5 à 10% des cas de cancer du sein sont attribués à des mutations, à ces mutations génétiques délétères. Les mutations peuvent être identifiées par un test génétique et ce test est proposé toujours après une consultation d'oncogénétique indispensable. Les prélèvements se font principalement par une simple prise de sang. Alors, la consultation se fait par un oncogénéticien, médecin ou conseiller en oncogénétique. Et le but, c'est de déterminer le risque individuel et familial. Et c'est le préalable indispensable avant la proposition de la réalisation d'un test génétique. La consultation dure en moyenne 45 à 90 minutes, avec un temps préparatoire préalable de recueil, principalement sur les antécédents personnels, pas seulement les antécédents de cancer, mais les autres antécédents médico-chirurgicaux, et aussi les antécédents familiaux et les résultats éventuels des patients testés dans la famille. Donc, l'histoire personnelle. Ensuite, la consultation établit un arbre généalogique le plus complet possible et il y a un temps d'information sur le test génétique, sur les bénéfices et limites des conséquences possibles, les impacts éventuels sur le patient et sa famille, un temps de réponse aux interrogations de la patiente et la gestion de ses inquiétudes éventuelles, et le temps de réflexion qui est toujours possible
demandée par la patiente, qui est toujours décide en dernier recours si elle souhaite réaliser le test proposé ou pas. Alors, pour qui cette consultation d'oncogénétique? Chez une patiente qui est atteinte de cancer du sein, on peut on peut la proposer lorsqu'il existe des signes évocateurs de prédisposition génétique. C'est le cas index, donc lorsqu'il existe de nombreux cas familiaux, le jeune âge au diagnostic, les antécédents de plusieurs autres cancers, cancer du sein bilatéral synchrone ou successif. Un cancer du sein chez l'homme doit aussi faire évoquer une consultation, proposer une consultation d'oncogénétique. Enfin, certains types de cancers agressifs, les grades élevés et les cancers triple négatifs, certaines formes histologiques particulières comme les cancers médulaires et les antécédents de cancer de l'ovaire. Chez la patiente indemne, il faut identifier les prédispositions génétiques au cancer du sein et donc c'est les antécédents tumoraux significatifs. On peut s'aider pour cela du score d'Essinger que je vous ai affiché, avec les scores élevés lorsqu'il existe une mutation dans la famille, les cancers survenus à un jeune âge, et pour les cas 1 et 2, qui ne sont pas obligatoirement, qui ne doivent pas amener à la réalisation d'une consultation d'oncogénétique, on voit que pour l'item 2, cancer chez une femme de 40 à 49 ans, on peut parler de proposition de dépistage organisé. Donc ça va peut-être ouvrir la discussion de tout à l'heure. Comment se déroule-t-elle? On a vu donc la préparation de la consultation, la première consultation et aussi de possibles consultations ultérieures, puisque les décisions peuvent être différées à une autre consultation, le temps de délai de réflexion, demandé ou non par la patiente, et la consultation d'annonce des résultats. Donc voici l'étude d'un arbre généalogique d'une patiente de 34 ans qui donc a sa mère et sa grand-mère qui sont décédées des suites de l'évolution d'un cancer du sein et qui présente aussi une cousine qui a présenté un cancer de l'ovaire. Alors, donc la proposition d'un test génétique en fin de consultation, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est toujours la patiente qui est dépositaire de sa décision finale pour réaliser ou non le test génétique. Il faudra donner l'explication aussi de la non-réalisation du test, de la proposition de non-réalisation du test. Donc il y a un travail d'explication sur les résultats possibles et leur signification. Il y a une remise de notes d'information, recueil du consentement éclairé si un test est proposé, les recommandations pour les apparenter en cas de résultats positifs, l'accompagnement psychologique qui est proposé à différentes phases du suivi. Alors, je vais passer très rapidement sur, mais il faut absolument les citer, les problèmes éthiques posés par les tests génétiques et la consultation d'oncogénétique. La consultation est confidentielle et toujours encadrée par la loi. Donc, vous voyez bien les problèmes éthiques qui peuvent survenir en rapport avec les tests génétiques, l'inégalité d'accès, les risques d'erreur d'interprétation, etc. Discrimination. La consultation d'annonce des résultats, alors on va étudier l'impact en cas de résultats positifs dans les deux cas de figure. Tout d'abord, chez les patientes indemnes pour le dépistage, donc avant 30 ans, il y a un examen clinique annuel, mais il n'y a pas d'imagerie systématique, sauf s'il existe des antécédents tumoraux familiaux d'âge précoce de survenue. De 30 à 35 ans, un examen clinique semestriel et on couple à la mammographie annuelle une IRM mammaire, plus ou moins une échographie à décider par le radiologue, mais je pense que Jean-Yves Serror vous en parlera. Après 65 ans, c'est mammographie annuelle. Tout ça, ce sont des recommandations de l'INCa. On a vu le dépistage, les conséquences et les impacts sur la chirurgie de réduction du risque,
Donc avant 30 ans, pas de recommandation de chirurgie mammaire, pas de recommandation de chirurgie annexielle avant 40 ans. De 30 à 65 ans, discuter une mastectomie bilatérale avec conservation possible de la plaque aréolum amnonaire, reconstruction mammaire immédiate ou différée. L'annexectomie bilatérale peut être différée à 45 ans si le BRCA2 est muté, mais doit être discutée de 30 à 65 ans en cas de mutation BRCA1. Après 65 ans, mastectomie bilatérale est discutée au cas par cas. Toutes ces propositions, ces discussions doivent être discutées de façon collégiale et le plus souvent en réunion de concertation pluridisciplinaire. Impact en cas de résultat positif toujours pour les patientes atteintes. Donc le risque contralatéral est élevé, de 30 à 60%. Donc il débouchera sur une surveillance rapprochée, mastectomie bi ou contralatérale à discuter, bien sûr à corréler avec le génie évolutif de la maladie. Et le risque ovarien est élevé, 10 à 40%. Et l'annexectomie bilatérale est recommandée. Toutes ces propositions et discussions sont à discuter au cas par cas. Alors l'impact pour les patientes atteintes en cas de cancer du sein, c'est le traitement par PARP, qui est un système enzymatique, qui est aussi un système réparateur, comme BRCA1, BRCA2, et qui est un système de secours. Et en fait, lorsque le BRCA1, BRCA2 est muté, donc il est incompétent, et on rajoute cet inhibiteur de ce deuxième système réparateur de secours qui va induire des modifications de l'ADN tumoral, si bien que la cellule, à cause des remaniements de cet ADN, va finir par mourir. C'est le mal par le mal, en fait, hein, donc c'est l'inhibiteur de PARP. Et puis, dépistage familial à proposer aux apparentés du premier degré par enfant fratrie. Donc l'oncogénétique dans les cancers du sein, c'est un exemple majeur de médecine prédictive. Estimer pour une personne le plus souvent indemne le risque qu'elle développe une maladie donnée. Sa légitimité repose sur le fait que savoir doit permettre de diminuer l'impact de la maladie annoncée en prenant des mesures préventives et thérapeutiques. La médecine prédictive est aussi préventive et devrait s'adresser au plus grand nombre. On ne mettra pas évidemment tous les problèmes éthiques inhérents aux tests génétiques. On avait commencé par Broca, mais je préfère finir avec Jean Dosset sur cette phrase que je vous laisse méditer, qui peut éclairer nos discussions ultérieures. Merci de votre attention. Merci Alain, c'était évidemment passionnant et très clair. Donc, je vais passer la parole à Marc Espier pour parler justement de faire le point sur le bénéfice et inconvénient du dépistage organisé, avec la perspective, est-ce qu'il faut finalement élargir la tranche d'âge pour ce dépistage? Merci d'avance, Marc. Merci à vous. Alors, je pense que j'ai réussi à partager mon écran. Donc, on aborde le problème de l'élargissement éventuel du dépistage du cancer du sein, et notamment avant 50 ans, puisque vous savez que le dépistage organisé concerne, excusez-moi, je vais y arriver, la tranche d'âge de 50 à 74 ans. Il y a des dépistages spécifiques, donc on vient de parler des dépistages sur mutations spécifiques, et puis des dépistages, excusez-moi, des dépistages donc en raison d'une irradiation par exemple thoracique dans l'enfance, des dépistages en facteurs de risque particuliers, comme par exemple des maladies bénignes dites à risque, quand on vous parle d'hyperplasie atypique sur le résultat d'un prélèvement, et des dépistages, bien sûr, qui se font hors du dépistage organisé, hein, sur dépistage sur prescription individuelle. Donc, je ne vais pas du tout aborder tout ça. Alors, un rappel quand même de quelques chiffres, parce que ça pose bien le cadre. Vous savez qu'il y a à peu près plus de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France, hein. Ça reste le cancer le plus fréquent chez les femmes, qui est un cancer qui est en augmentation. Il continue de croître d'à peu près 0,3% par an.
Mais si on prend un peu de recul, on a une augmentation de près de 100% du nombre des cancers du sein entre 1990 et 2023. Alors, le cancer du sein, il a plutôt bonne réputation en tant que pronostic, c'est vrai, mais cependant, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même 12 000 femmes qui meurent tous les ans à cause d'un cancer du sein et que ça reste la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Par ailleurs, on a pu observer qu'il y avait une augmentation un peu plus importante ces dernières années des cancers du sein chez les femmes jeunes. Alors, quand on reprend un petit peu par classe d'âge, vous voyez que si on s'intéresse donc aux cancers du sein qui surviennent avant 50 ans, bah, il y en a 12 000 à peu près par an, ce qui n'est pas négligeable. Et quand on regarde par tranche de 5 ans en 5 ans, vous pouvez voir qu'entre 45, 40 même, jusqu'à 50-59 ans, eh bien, on a 45-49 ans, 5 784 nouveaux cas, 55-59, 5 864 nouveaux cas. Donc, on a le même nombre de cancers du sein entre 45 et 49 et par exemple 55-59. Donc, ce qui pose la question de l'élargissement de ce dépistage à des femmes plus jeunes. Je vous ai dit, il y a une augmentation de l'incidence chez les femmes jeunes qui est un peu plus importante. Vous voyez que là, pour les femmes de 40 ans, on a une augmentation d'à peu près 0,9% par an du nombre de cancers du sein. Autre argument pour commencer le dépistage organisé du cancer du sein plus tôt qu'à 50 ans. Donc, 12 000 cas de cancer du sein avant 50 ans, même nombre de cancers du sein entre 45 et 49 qu'entre 50 et 55, augmentation chez les femmes jeunes. Et puis, par ailleurs, je ne vais pas détailler, mais on sait que chez les femmes jeunes, il y a un petit peu plus de cancers du sein plus agressifs. Dans notre jargon, des cancers triple négatifs ou qui surexposent un facteur de croissance qui s'appelle R2, qui accompagne des cancers plus agressifs et d'évolution plus rapide. Alors, est-ce que ça marche cependant, le dépistage du cancer du sein, si on le débute à 40 ans? Alors, de par le monde, il y a eu de nombreux essais sur le sujet et des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est quoi? On compile des essais pour en augmenter la puissance statistique et arriver à avoir davantage de certitude. Et vous voyez que dans ces méta-analyses, on va retrouver une réduction de la mortalité chez les femmes qui participent au dépistage organisé dès 40 ans, de 18 à 29%, on va dire, de 15 à 29% en fonction des publications, mais c'est de cet ordre d'idées. Donc entre 15 et 29% de réduction de la mortalité. Quand on reprend cependant ces études, ce sont souvent des études anciennes qui ont été menées dans les années 70-80, avec donc des mammographies anciennes, mammographies analogiques qu'on ne pratique plus actuellement, moins sensibles que les mammographies actuelles, souvent avec une seule incidence, donc une seule incidence par sein, et des intervalles entre deux tours de dépistage qui vont être variables de 1 an à 3 ans, donc des études hétérogènes, et avec pour certaines d'entre elles des reculs trop courts, ce qui explique toutes les divergences et les discordances qu'on peut avoir dans le résultat de ces études. Alors, il y a eu cependant des essais randomisés dédiés chez les femmes jeunes, notamment cet essai anglais qui s'appelle H-Trial. 160 000 femmes âgées de 39 à 41 ans qui ont été tirées au sort entre un groupe mammographie et un groupe surveillance. C'est une mammographie annuelle jusqu'à 48 ans, 2 incidences pour la première, puis une seule incidence oblique pour les suivantes. Il y a eu quelques petits problèmes de sous dans ces essais. Ça coûte cher, hein, les essais, et donc ils ont dû arrêter leur essai plus tôt que prévu et n'ont pas eu la puissance statistique qu'ils souhaitaient avoir. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous voyez qu'il y a à une médiane de suivi de 17 ans, on retrouve une tendance à une diminution de la mortalité par cancer du sein chez les femmes dépistées et une réduction significative de la mortalité pendant les 10 premières années, c'est-à-dire la période de l'essai, de l'ordre de 25%, effet qui diminue au bout de ces 10 ans. Et si on prend les femmes qui ont vraiment participé au dépistage pendant les 10 premières années, vous voyez qu'on a un risque relatif de réduction de la mortalité à 0,64, donc tout à fait significatif. On a ça sur ces courbes qui montrent bien le bénéfice en faveur du groupe témoin,
au groupe intervention, je veux dire par rapport au groupe témoin, et la réduction donc de la mortalité chez les femmes dépistées. On a un autre essai spécifique chez ces femmes de 40 à 49 ans, qui est un essai suédois, qui là aussi va montrer une diminution de la mortalité chez les femmes dépistées par rapport au groupe témoin de l'ordre de 30% dans cette étude. Là aussi, on a ces courbes qui montrent bien la moindre mortalité chez les femmes dépistées par rapport aux femmes non dépistées. Toujours en Suède, on a cette étude dite des deux comtés, qui est une étude qui a l'avantage d'avoir un grand recul. 133 000 femmes de 40 à 74 ans qui ont été là encore tirées au sort, mammographie de dépistage ou pas. Et vous voyez qu'on va avoir à peu près, là encore, 30% de réduction de la mortalité chez les femmes qui ont participé au dépistage par rapport à celles qui n'y ont pas participé. Et ce qu'il faut bien noter, c'est que le nombre de décès évités augmente au fil du temps. Et les auteurs concluent qu'il faut plus de 20 ans de suivi pour apprécier le réel bénéfice du dépistage chez ces femmes. Donc, je vous montre pas mal d'essais, mais je crois que c'est important pour bien se convaincre qu'il y a une efficacité du dépistage organisé, y compris chez ces femmes de 40-50 ans. Là encore, une autre étude suédoise qui montre déjà qu'il y a moins de cancers à un stade avancé chez les femmes dépistées par rapport aux femmes non dépistées, et que chez les femmes qui ne participent pas au dépistage, vous voyez qu'il y a 40% de mortalité en plus par rapport aux femmes qui ont participé au dépistage. On a ça là aussi, donc sur ces courbes, il y a un excès de mortalité chez les non-participantes par rapport aux femmes qui ont participé au dépistage organisé. Est-ce que ça marche donc de la même façon? Grosso modo, oui. Cette fois-ci, c'est une étude hollandaise. Et vous voyez que pour les femmes de 40 à 49 ans ou pour les femmes de 50 à 59 ans, on a la même réduction de la mortalité et la même efficacité, quelle que soit la tranche d'âge dans cette étude. Alors, je vais accélérer un tout petit peu. Il y a bien sûr des effets indésirables du dépistage. Et vous connaissez les risques associés à l'irradiation, on va y revenir, le risque de surdiagnostic, de faux positifs, de faux négatifs, les retentissements psychologiques et le problème des coûts. Alors, le risque lié à l'irradiation, il est en fait très faible. Il faut bien voir que tout ça, bien sûr, ce sont des modèles de calcul, mais qui montrent schématiquement dans cet essai publié en 2011 que pour 136 années femmes perdues pour 100 000 femmes, eh bien, on gagne 10 670 années femmes grâce au dépistage. Donc, un bénéfice net, bien sûr, en faveur du dépistage. Aux Pays-Bas, eh bien, on a pu démontrer que si les mammographies de dépistage entre 40 et 74 ans pouvaient éventuellement induire 3,7 décès par cancer du sein pour 100 000 femmes, ils en prévenaient 1300 cancers du sein pour 100 000 femmes toujours. Donc un bénéfice très important en faveur du dépistage. Il faut bien voir que la mammographie et que le dépistage sur une période d'une vingtaine d'années, eh bien, c'est moins en termes d'irradiation qu'un scanner abdominopelvien. Donc, il faut bien voir la différence de toxicité potentielle. Le surdiagnostic. Donc, le surdiagnostic, c'est le dépistage d'un cancer qui ne se serait pas manifesté du vivant de l'individu. C'est assez simple. On prend une femme de 74 ans, on lui trouve un cancer qui fait 5 mm, elle meurt à 78 ans d'un infarctus, eh bien son cancer du sein de 5 mm ne serait probablement pas devenu dangereux pour elle sur les 4 ans qui lui restaient à vivre, et donc on a diagnostiqué un cancer du sein pour rien. Alors ça c'est surtout vrai donc chez les femmes les plus âgées. Par contre, chez une femme qui démarre son dépistage à 40 ans, eh bien, le cancer qu'on va lui trouver, un jour ou l'autre, il aurait fait parler de lui. Et donc, ce surdiagnostic chez les femmes jeunes est tout à fait limité. C'est estimé, toute population confondue, entre 1 et 10%. Alors, taux de rappel et faux positifs, le taux de rappel, c'est on vous trouve une anomalie, on vous rappelle pour faire des examens complémentaires. En France, ce n'est pas tellement le problème, puisque les radiologues font une prise en charge immédiate.
Donc, vous passez votre mammographie, ils voient une anomalie, tout de suite, ils vont vous proposer de faire une échographie, voire des biopsies, et vous prendre en charge. Donc, il n'y a pas de rappel important en France. Le rappel va s'effectuer uniquement en cas d'anomalie lors de la deuxième lecture. Vous savez que la mammographie, si elle est jugée normale par le premier radiologue, est renvoyée pour une deuxième lecture dans un centre expert. Et là, si on trouve une anomalie, vous serez reconvoqué. En Europe, où ce sont des centres dédiés, spécialisés qui font le dépistage, eh bien, il y a à peu près 20% de rappels, 17% pour un examen clinique ou de nouveaux clichés, et uniquement 3% avec des procédures dites invasives, ponction cytologique, microbiopsie, etc. Les faux négatifs. Alors, les faux négatifs, ben, c'est des cancers qui n'ont pas été vus lors de la mammographie de dépistage et qu'on va voir et qu'on va diagnostiquer ultérieurement. Alors, il y a des vrais faux négatifs, hein, c'est des cancers du sein qui apparaissent entre les deux tours de dépistage. Ce sont souvent des cancers d'évolution rapide. Et puis, comme toujours, il peut y avoir des cancers qui ont été manqués lors de la relecture parce que les seins sont très denses et difficiles à examiner, et ça représente à peu près 1,5 pour 1000 femmes dépistées. Là, je n'en parlerai pas, mais il y a un apport certain, déjà bien sûr de la mammographie numérique, mais comme Jean-Yves vous le dira tout à l'heure, de la tomosynthèse. Et on peut poser la question chez ces femmes jeunes de réduire l'intervalle entre deux mammographies, faire comme dans certains pays des mammographies annuelles ou tous les 18 mois. Ça reste à discuter. Les conséquences psychologiques, bah, parfois le dépistage, c'est vrai qu'il peut y avoir une réaction psychologique. Pourquoi? Parce que la femme ne se plaint de rien, elle va faire son dépistage pour s'entendre dire qu'elle n'a rien, et on lui dit qu'elle a une image qui évoque un cancer, et en fait c'est le médecin qui crée le cancer, alors qu'elle pensait qu'on allait lui dire que tout allait bien. Et donc, quand il y a en plus un faux positif, ben, on peut avoir une majoration de l'anxiété lors du dépistage suivant, mais généralement, cependant, la même acceptation des mammographies ultérieures. Alors, il faut informer aussi clairement que possible et loyalement les femmes. Vous voyez là deux exemples qui ne me semblent pas appropriés. Sur cette publicité française, eh bien, l'année dernière, cette femme a montré ses seins, elle a sauvé sa vie. Donc là, elle est censée être dans la tranche d'âge 50-74 ans, j'en doute, et on ne voit pas de cicatrices, on ne voit pas de séquelles des traitements qui lui ont été proposés. Donc là, c'est la vie en rose. Aux États-Unis, c'est un peu l'inverse, c'est une affiche qui va vous faire peur, hein. Voilà ce qui va vous arriver si vous ne vous faites pas dépister, vous aurez une mastectomie bilatérale, hein. Donc là, ce sont deux communications qui ne sont pas loyales. Alors, à quel âge faut-il débuter? Sur cette diapositive, j'ai regroupé des positions notamment nord-américaines. La Société américaine de cancérologie propose de débuter le dépistage à 45 ans avec des mammographies annuelles jusqu'à 55 ans, puis à partir de 55 ans, de repartir tous les 2 ans et de continuer au long cours tant que l'espérance de vie de la femme est de plus de 10 ans. Les gynécologues et obstétriciens américains proposent de débuter à 40 ans en faisant une mammographie tous les ans ou tous les 2 ans jusqu'à 75 ans et ensuite en fonction de l'espérance de vie. Les radiologues américains proposent de débuter à 40 ans avec un dépistage annuel, donc à 40 ans, et après 74 ans de continuer, toujours en fonction de l'espérance de vie. L'organisme américain dédié au dépistage, en général, propose de débuter à 40 ans. Il y a 3-4 ans, ils proposaient à 50 ans. Maintenant, ils sont repassés à 40 ans, avec une mammographie de dépistage tous les 2 ans, entre 40 et 74 ans, par mammographie numérique ou tomosynthèse. Que dit l'Europe? Eh bien, l'Europe donc recommande la tranche d'âge 50-69, mais propose d'élargir le dépistage à partir de 40 ans et d'aller jusqu'à 70-74 ans en faisant une mammographie tous les 2 ans. Alors, il y a des modèles pour essayer de voir quelles sont les meilleures modalités de dépistage en termes de réduction de mortalité. Ça, c'est une étude qui a été publiée en 2024, qui a comparé 4 scénarios
hypothétique, un dépistage tous les 2 ans entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans entre 40 et 74 ans, annuel entre 40 et 79 ans, annuel entre 40 et 79 ans, 74-79, et il conclut que la réduction de la mortalité la plus importante, eh bien, c'est pour le dépistage annuel de 40 à 79 ans. Bon, mais bien sûr, ça va s'accompagner de davantage de faux positifs et d'un certain nombre de biopsies bénignes en plus. Donc, bien sûr, ça reste à discuter. Donc, en conclusion, il me semble logique d'avancer l'âge de début du dépistage organisé, 40 ans ou 45 ans, ça reste à discuter là encore. L'HAS a lancé une discussion sur le sujet et on aura des recommandations prochainement. De poursuivre la discussion sur les modalités. Est-ce qu'on fait une tomosynthèse annuelle, tous les 2 ans, tous les 18 mois? Jean-Yves vous en parlera. Un dépistage adapté sur le niveau de risque. Il y a les études aux États-Unis, Wisdom, et en France et en Europe, MyPeps, qui est en cours, où on va faire un dépistage adapté en fonction des facteurs de risque de chacun, en s'intéressant aux scindences, au polymorphisme génétique, et bien sûr, quelle sera la place de l'intelligence artificielle dans ce dépistage. Ça reste très certainement en partie l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc, c'était très intéressant. Et donc, ça ouvre des pistes de réflexion. Ok. Alors, on va passer la parole à Jean-Yves Serreur, qui est radiologue, j'ai failli dire spécialisé en scénologie, et qui est un expert donc, dans l'imagerie mammaire, et qui va donc aborder toutes les techniques radiologiques adaptées au dépistage. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation d'abord et puis les présentations. Et je vais vous parler, moi, des modalités en imagerie. Comment peut-on élargir le dépistage au travers de ces modalités? Donc, on vous a parlé du dépistage organisé qui excluait donc les femmes avant 50 ans et après 74 ans, qui ne tient pas compte actuellement du risque individuel, sur lequel on a un surdiagnostic estimé entre 10 et 15%, des problèmes des cancers de l'intervalle et dans lequel on ne prend pas en compte pour le moment la densité mammaire. Donc tout cela, on va voir de quelle façon est-ce que les modalités, l'élargissement des modalités pourra limiter ces risques-là. Et enfin, et surtout un rappel de la faible participation du dépistage, puisque en France, le dépistage organisé entre 2023 et 2020, pour les sessions 2023 et 2024 était seulement de 46%, et il y avait 14% de dépistage individuel en 2022. Donc une faible participation au dépistage. Donc on va voir de quelle façon éventuellement on pourra élargir cette fois-ci la participation. Pour rappel, quand on prend Paris, eh bien, les chiffres sont totalement inversés puisque le dépistage individuel, lui, est de plus de 45% et le dépistage organisé est de l'ordre de 10 à 14%. Alors, on l'a rappelé, Marc l'a rappelé, l'âge est l'élément essentiel puisque le facteur de risque le plus important du cancer du sein, ça reste l'âge. Celui-ci ne doit pas être pris indépendamment et doit être associé aux facteurs de risque clés tels que les antécédents familiaux, les mutations BRCA, les densités mammaires élevées, les C et les D, les antécédents personnels de lésions, l'irradiation thoracique, la nulliparité, bref, tout ceci pour évaluer le risque de la patiente en disant est-ce qu'il s'agit d'une patiente avec un risque faible, qui représente 70% des femmes, un risque modéré, 25% des femmes, et un petit sous-groupe qui a un risque élevé, mais pour lequel on va pouvoir avoir des propositions d'imagerie plus importantes. Donc, en fonction de ces éléments-là, c'est-à-dire l'âge et les facteurs de risque, eh bien, on va proposer des modalités adaptées avec des rythmes, comme Marc vous l'a précédemment dit, c'est-à-dire un dépistage personnalisé tous les ans, tous les 2 ans, tous les 18 mois. Et peut-être qu'il serait intéressant, c'est faire une consultation d'évaluation de risque avec une première mammo entre 40, 45 ans, voire 50 ans. Alors, quelles sont justement ces différentes modalités que l'on pourra proposer pour élargir ce dépistage? La première modalité, c'est bien sûr la mammographie, on en a largement parlé, et la mammographie a fait un progrès énorme depuis la publication en 2005 de l'étude DEMIST, qui a permis de configurer l'utilisation et de confirmer l'utilisation du numérique pour la mammographie.
Pourquoi est-ce que c'était extrêmement important? Parce que ça a permis d'une part d'avoir une diminution de l'irradiation, deuxièmement une meilleure qualité et surtout d'avoir un comparatif des examens de mammographie. Tout ceci va permettre, en ayant des mammographes plus adaptés, plus ergonomiques, où les femmes vont participer de façon plus importante, puisque souvent elles se plaignaient d'écrasement de douleur liées à la mammographie. Aujourd'hui, on parle plutôt de compression, et avec des examens qui sont nettement moins douloureux. L'autre élément de l'avantage de la mammographie numérique, eh bien, c'est comparer, puisque toutes les mammographies sont archivées. Lorsque la patiente vient aujourd'hui, eh bien, on regarde celle qui a été réalisée 1 an ou 2 ans avant, ou 3 ans ou 4 ans avant. Et donc, grâce à cela, on va permettre de dire que cette anomalie est récente ou pas, et pouvoir dire s'il s'agit d'une image suspecte ou pas. Un exemple ici, en 2024, une mammographie où on voit une image irrégulière, qui est sûrement suspecte, eh bien, en 2022, il n'y avait rien. Donc, l'importance de la comparaison. Et là, il s'agissait d'un petit cancer que l'on a biopsié, qu'on voyait très très bien en IRM, il faisait 6 mm. Alors, autre progrès, alors qui est totalement récent, c'est grâce à la numérisation de la mammographie, eh bien maintenant on peut dématérialiser le dépistage du cancer du sein. Donc on a eu la chance d'être l'un des premiers centres validants pour cette technique, donc c'est août 2026, vous voyez c'est très récent, et c'est un portail qu'on appelle le portail Kisano. Alors en quoi cela consiste? Eh bien la patiente vient pour sa mammographie, est accueillie par notre secrétaire qui renseigne toutes les informations administratives. Ensuite, la manipulatrice qui fait l'examen rajoute des éléments sur le contexte familial à risque et le radiologue va remplir les différents éléments qu'il va identifier sur sa mammographie et surtout va comparer avec les mammographies antérieures. Alors le grand changement de cet élément-là, c'est que l'on va transmettre un deuxième lecteur, non pas comme avant, c'est-à-dire les radios antérieures, mais ça va être envoyé de façon totalement dématérialisée pour une deuxième lecture. Alors le progrès, et c'est ce qui va permettre peut-être d'élargir le dépistage du cancer du sein, c'est qu'avant, la transmission du dossier était une procédure administrative et opérationnelle très lourde, avec des délais de retour du deuxième lecteur qui pouvaient normalement être théoriquement de 15 jours à 3 semaines, mais en pratique c'était plutôt de 2 mois à 3 mois, et ce qui n'encourageait pas les patientes à participer au dépistage. Donc là, on va avoir, grâce à cette technique et ce portail, des possibilités d'avoir des réponses beaucoup plus rapides. Et donc, la patiente va partir de sa consultation de mammographie avec ses propres clichés pour les amener éventuellement à son médecin. Donc là encore, un progrès qui va permettre l'élargissement du dépistage. Autre élément donc, dont on a parlé, c'est les fameux risques associés. Un des risques associés aujourd'hui individualisés, c'est la densité mammaire. Vous savez qu'en fonction de la densité mammaire, eh bien, on aura des difficultés d'analyse par un effet masquant. Par exemple, ici, vous avez des seins qui sont très clairs, d'une densité de type A, dans lequel on voit parfaitement l'anomalie. Le type B, la même anomalie avec des seins un peu plus denses, mais on continue à bien le voir. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle des seins clairs. Eh bien, les types C, là, on commence à perdre la même anomalie, elle commence à être difficile, et les seins extrêmement denses, on ne voit plus rien. Donc, vous comprenez par là que la densité mammaire a un effet masquant possible et que cet effet masquant va évoluer en fonction de l'âge. Et en particulier pour les femmes de 40-49 ans, c'est là où on a le plus de seins denses, c'est-à-dire de type C et de type D. Et en fonction de l'âge, au fur et à mesure, il va y avoir un éclaircissement de la densité mammaire, donc ça va être de plus en plus facile à analyser. Mais pour les femmes jeunes, eh bien, les seins denses risquent d'être un problème. Donc j'ai marqué dans ma diapositive le double risque. Pourquoi? Eh bien parce que non seulement il y a un effet masquant, mais en plus de ça, on a largement montré que plus le sein était dense et plus il y avait de tissu glandulaire et donc plus de risques de développer un cancer du sein. Donc en d'autres termes, la densité mammaire, c'est un petit peu la double peine et c'est pour ça que l'on va proposer chez ces patientes-là des modalités d'exploration un peu plus importantes, donc en élargissant les indications en particulier grâce à la tomosynthèse et l'IRM. Alors justement, la tomosynthèse, de quoi s'agit-il? La tomosynthèse, c'est un examen de mammographie qui va permettre d'analyser le sein en faisant des coupes fines
de 10 de millimétrique pour pouvoir analyser plus précisément la mammographie. Et donc, ça va permettre d'augmenter la sensibilité, c'est-à-dire la détection de 25 à 30%. Ça va diminuer le nombre de faux positifs et le nombre de taux de rappel de 15%. Et en particulier, les cancers que l'on va pouvoir détecter grâce à la tomosynthèse, c'est dans plus de 40% des cancers invasifs. Ce sont les plus agressifs. Donc aujourd'hui, on sait clairement que la tomosynthèse, c'est un progrès dans le diagnostic. Et aujourd'hui, en France, la tomosynthèse a été validée dans le cadre du dépistage organisé. Donc, quelques exemples. Ici, un scindan sur lequel on ne voit pas grand-chose. On fait un examen en tomosynthèse. Donc, vous voyez, on fait défiler les images à l'intérieur. Et on arrive sur des images visualisées avec des images de convergence qui correspondaient à un cancer du sein. Donc, la tomosynthèse sur des seins denses va permettre de mieux visualiser des lésions pour faire un diagnostic plus précoce. Autre avantage de la tomosynthèse, ici un exemple. En 2020, une mammographie dite normale. En 2022, nous avions un petit doute sur une image nodulaire, donc cette petite opacité, cette petite image blanche. Eh bien, sur la tomosynthèse, je vais essayer de la faire circuler parce que ça reste une image dynamique. Regardez bien l'image. Donc ça, c'est un zoom sur cette petite image. Voilà, j'essaie de le faire. L'image qui était là, en tomosynthèse, c'est une image qui fait 5 mm, complètement irrégulière, qui elle est très évocatrice d'un cancer du sein. Donc la tomosynthèse va nous permettre non seulement d'analyser mieux les seins denses, mais également, lorsqu'on a une anomalie, même dans des seins clairs, va nous permettre d'analyser les contours pour faire un diagnostic précoce de cancer du sein. Donc cette patiente avait une toute petite lésion de 4 mm sur l'échographie et 5 mm en tomosynthèse et a été biopsiée. Il s'agissait d'un petit carcinome cadavère invasif. L'échographie, c'est un examen qui est extrêmement intéressant puisqu'il n'y a pas d'irradiation, il n'y a pas de produit de contraste et c'est un examen qui technologiquement évolue en permanence. C'est un examen qui est parfaitement complémentaire de la mammographie puisque plus le sein est dense et plus l'échographie va nous apporter des informations. Moins le sein est dense, donc facile à analyser en mammographie, et plus l'échographie ne va pas apporter d'éléments radicaux. Globalement, donc l'échographie est intéressante sur des seins denses et on estime que le nombre de diagnostics supplémentaires est de l'ordre de 30 à 50% de diagnostics supplémentaires, donc c'est extrêmement important. De là à dire que l'échographie a révolutionné les choses, oui, mais avec des limites, parce que l'échographie est un examen qui est opérateur dépendant, avec des faux positifs. Donc plus vous ferez l'échographie, plus vous risquez d'avoir des anomalies qui vont générer des examens inutiles et des angoisses. Et d'autre part, l'échographie ne voit pas les microcalcifications. Seule la mammographie voit les microcalcifications. C'est la raison pour laquelle on peut élargir au sein dense l'échographie mammaire, mais par contre, il ne faut pas proposer d'échographie mammaire comme examen de dépistage unique. Il faut le réaliser simplement en complément de la mammographie. Ensuite, l'IRM. L'IRM, là encore, c'est un examen que tout le monde veut faire. Pourquoi, docteur, est-ce que vous proposez une mammographie, une échographie et pas une IRM? Eh bien, on va voir que l'IRM est un examen intéressant, mais il doit être proposé dans les bonnes indications. Je rappellerai que l'examen d'IRM se fait d'emblée sur une machine dédiée de 1,5 Tesla avec des antennes dédiées. Voilà ici une antenne, ce qu'on appelle une antenne dédiée d'IRM. C'est-à-dire que la patiente va poser son visage sur un repose-tête et les seins vont rentrer dans ces deux espaces afin d'être rentrés ensuite et pouvoir être analysés par l'IRM. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans notre IRM, la patiente a la tête en dehors de la machine. Et donc, pour les problèmes de claustrophobie, ils sont extrêmement limités pour l'examen IRM du sein. On réalise des séquences dédiées, des reconstructions en 3D, et on injecte systématiquement un produit de contraste qu'on appelle le gadolinium, qui, rappelons-le, n'a rien à voir avec l'iode. Donc, les gens qui font des allergies à l'iode ne sont pas allergiques au gadolinium. Il n'y a pas de croisement d'allergie. Quelle est l'efficacité de l'IRM mammaire? Eh bien, meilleure sensibilité
90% de sensibilité et une spécificité moyenne de 72%, donc un examen extrêmement intéressant pour détecter les anomalies. Mais attention, il détecte tellement des anomalies qu'il a beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire qu'il détecte beaucoup trop de choses, 25 à 30% des cas, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas proposer d'IRM systématiquement, mais uniquement dans des indications parfaitement codifiées. Alors justement, quelles sont ces indications de l'IRM, en particulier dans le dépistage? Eh bien, nous avons deux circonstances. On l'a rappelé au début de ce webinaire, dépistage de l'IRM pour les femmes à risque, en particulier les femmes qui ont des mutations génétiques. Mais aujourd'hui, on propose également, dans certains cas de densité mammaire élevée C et D, une IRM mammaire. Pour rappel, toutes les autres indications qui ne font pas le sujet du jour, mais l'IRM a beaucoup d'indications, mais là encore, il faut vraiment évaluer chaque indication précisément. Alors, nous allons parler de ces extensions d'indications, en particulier dans le dépistage. Rappelons que les premières IRM, les premières publications datent de 1982. Puis, il y a eu, dans les années 90, les premières publications qui ont évalué l'indication de l'IRM et son intérêt pour les femmes qui avaient une mutation BRCA. Dans les années 2000, beaucoup de publications ont montré la supériorité de l'IRM par rapport à la mammographie pour les BRCA1 et BRCA2. Et donc, nous avons élargi les indications de la prise en charge des patients de BRCA1, BRCA2 parce que les résultats étaient extrêmement intéressants. Vous voyez les résultats de sensibilité, même mammo plus écho, on atteignait 48 à 67% de sensibilité et l'IRM, c'est plus de 70% de sensibilité. Donc, intérêt de l'IRM pour les patientes qui avaient une mutation BRCA1 ou BRCA2 et avec une spécificité qui reste encore élevée. À partir de ces résultats, eh bien, dans les années 2006, nous avons élargi les indications de prise en charge des patientes mutées en proposant une IRM systématique en plus de la mammographie et de l'échographie pour les patientes BRCA1, BRCA2. Et puis, au fil des années, eh bien, on a continué à élargir les indications dans le dépistage, non plus cette fois-ci pour les femmes qui étaient BRCA1, BRCA2, mais maintenant les femmes qui ont des seins denses. Et en particulier, il y a une étude qui s'appelle l'étude DANT, qui a montré que pour les seins de densité D, l'IRM pouvait réduire de 80% les cancers de l'intervalle, c'est-à-dire des cancers que l'on loupait, qui apparaissaient entre les fameux 2 années. Donc, on a réfléchi à utiliser cette technique d'IRM, à la rajouter pour les seins denses. Et là, il y a eu un nombre très important de recommandations entre 2022 et 2025, où la question était, faut-il faire systématiquement une IRM pour les femmes avec des seins denses et des seins très denses, c'est-à-dire des densités C et des densités D. Il y avait des articles pour, en particulier les recommandations européennes EUSOBIC qui disaient on peut proposer une IRM systématiquement un petit peu comme les BRCA1 et BRCA2 tous les ans. D'autres qui disaient non, on ne peut pas le faire, il faut le proposer tous les 2-3 ans. Bref, aujourd'hui, on est arrivé à un statu quo, c'est-à-dire qu'il fallait proposer une IRM du sein pour les femmes qui avaient des seins denses, mais pas seulement denses, il fallait l'intégrer avec d'autres risques, avec les risques individuels, et surtout évaluer le bénéfice-risque de l'IRM complémentaire. Au final, chez les femmes entre 50 et 70 ans avec des seins très denses, BIRADS-D, donc c'est très très dense, ça, il fallait proposer une IRM tous les 2 ans à 4 ans, et cela pour justement limiter le nombre de cancers de l'intervalle. Les recommandations ACR, donc l'American College of Radiology, est allé plus loin, puisque globalement, quel que soit l'âge, en particulier pour les femmes de 40 à 70 ans, eh bien, quel que soit l'âge, les recommandations ACR proposaient une IRM systématique pour les seins de densité D, et pour les seins de densité C, il fallait discuter en fonction des risques associés. Nous avons parlé des différentes modalités, la mammographie numérique, la tomosynthèse, l'échographie, l'IRM, et maintenant parlons de l'intelligence artificielle. Pour rappel et par simplification, il y a 3 types d'intelligence artificielle. Celle que nous utilisons déjà actuellement, c'est celle qui va nous permettre d'améliorer la détection des anomalies. Celle qui pourra être utilisée comme double lecture. Et enfin, je dirai un mot sur les perspectives de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'IA prédictive.
L'aide au diagnostic, aujourd'hui, comme je vous le disais initialement, on l'utilise déjà. C'est une technique qui est extrêmement intéressante, mais qui a des dangers. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle est à l'origine de beaucoup de faux positifs et donc risque d'examens complémentaires rajoutés qui peuvent alourdir la prise en charge avec les problématiques d'angoisse générées. Donc paradoxalement, c'est que cette aide au diagnostic est utile pour quelqu'un qui a un petit peu d'expertise en scénologie, mais pour quelqu'un qui est plus jeune et qui n'a pas d'expertise, ben son risque, c'est d'avoir beaucoup de faux positifs et générer des examens inutiles. D'autre part, le deuxième inconvénient, c'est le risque eh bien que la jeunesse ne se forme plus et appuie directement sur le bouton intelligence artificielle, comme on peut le voir sur certains iPhones ou autres ordinateurs, et ne passe plus par cette étape de formation qui est indispensable en scénologie. Le deuxième aspect, c'est l'IA en double lecture. Alors là encore, il y a eu beaucoup d'études et l'idée, c'était de dire, est-ce que l'IA pouvait remplacer le deuxième lecteur? Bien, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'IA plus mammographie fait au moins aussi bien que l'IA avec un deuxième lecteur. Et donc, ça pourrait être extrêmement intéressant de remplacer la deuxième lecture par l'intelligence artificielle. La troisième dimension de cette intelligence artificielle, c'est la dimension prédictive. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, aujourd'hui, lorsque l'on utilise l'IA, on utilise l'IA sur des données que l'on connaît, c'est-à-dire recherche de microclassification, recherche de densité mammographique, recherche de désorganisation architecturale. Mais peut-être que l'IA est capable de retrouver des anomalies que nous ne connaissons pas. Et finalement, on va pouvoir dire, ben, telle mammographie, la patiente aura un risque de développer un cancer du sein dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Le seul problème, eh bien, c'est que l'on va se retrouver face à un problème éthique et compliqué, c'est-à-dire que, madame, vous avez une mammographie qui, à nos yeux, est normale, mais vous risquez de développer un cancer du sein et on ne peut rien lui proposer, c'est-à-dire on ne pourra même pas lui proposer de biopsie spécifique puisqu'on ne voit rien. Donc, on pourra simplement, au mieux, lui proposer une surveillance un peu rapprochée, mais là encore, c'est un problème éthique important. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la recherche que dans la proposition. Donc, il y a eu de nombreuses études sur l'IA globalement entre 2023 et 2026. Et l'IA, on a montré que l'IA avait amélioré la détection entre 7 et 29%, et ceci sans augmenter le taux de rappel. Alors, quelques exemples. Ici, une mammographie qui a été faite dans notre service avec alors, on peut aussi, grâce à l'IA, quantifier la densité mammaire. Donc là, c'était une densité C. Et l'IA nous a dit risque faible, 0,15% de développer un cancer du sein. Donc la patiente était rassurée, on n'avait rien vu de nous-mêmes en tant que radiologue. Et la patiente, dans ce cas-là, sera revue au bout d'1 an à cause de la densité mammaire. Dans cet autre cas, l'IA avait montré une image, mais qu'on avait déjà vue évidemment avec irrégularité et calcification, densité C, au risque de 3,52% de risque de cancer du sein. Et dans ce cas-là, la patiente, bien sûr, a eu une biopsie. Encore un exemple d'IA qui montrait 2 anomalies bilatérales, donc à droite et à gauche, qui avaient été détectées par l'IA, qui étaient peut-être plus difficiles à voir pour l'œil du radiologue, et dans lequel l'IA nous donne une certitude qui évalue le risque, la certitude de cancer du sein. Là, pour l'IA, c'était 80%. Et en effet, il y avait bien une lésion qui avait été confirmée par la tomosynthèse, aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, en conclusion, nous avons vu les différentes modalités qui permettraient d'élargir le dépistage du cancer du sein, mais ce ne doit pas être juste un dépistage lié aux modalités. Il faut que ce soit un dépistage qui soit plus intelligent, c'est-à-dire qu'il doit être adapté à il faut qu'il soit personnalisé selon le risque des patients, dans lequel on devra choisir la bonne technique à rajouter, et en particulier pour permettre à des populations vulnérables de participer au dépistage du cancer du sein, mais tout cela à condition que la patiente ait que ce soit une décision éclairée de participer. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de proactif. Et en dernière diapositive, simplement, je dirais que on a vu que l'âge était un risque de cancer du sein, et en fait, un dépistage élargi va nous permettre de faire en sorte que l'âge ne soit plus un facteur de risque. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour cette superbe présentation, hein, très claire et remarquablement illustrée.
Donc, je crois qu'on va pouvoir passer aux questions. Qu'est-ce que Ouais. nous dit Henri Jean-Philippe? Ben, il y a pas mal de questions. Bon, Donc, on voit un petit. Tu en as sélectionné quelques-unes déjà? bah, j'ai vu qu'il y en a une pour toi, par exemple. Ah oui, Vous parlez de risque sous traitement banal de la ménopause sans différencier le type de THS. Y a-t-il oui, un bien sûr. risque sous THS à la française? Ben, bien sûr, la THS à la française est sans risque. Non, euh, là c'était l'HAS qui a fait une analyse de la THS tel que c'est utilisé en France, mais en France, il y a des pratiques qui sont aussi variables, hein. On sait qu'il y a une association, il y a la prescription d'œstrogènes, de progestérone par voie cutanée, par voie orale, et le risque est un peu différent. Donc on sait que globalement, les traitements qui sont utilisés en France comportent un risque vraiment beaucoup plus faible, ça c'est sûr. Euh, mais l'analyse qui est faite par l'HAS, c'est une analyse à partir de la littérature internationale qui montre donc un sur-risque. Alors Oui, il sinon, y il y a avait une dans, question pour Alain qui était est-ce que lorsqu'il y a des cancers du côté de la branche paternelle, est-ce que ça modifie l'analyse? Déjà, il y avait une première question là-dessus. Donc, si on présente une mutation, non, non, donc les cancers de la branche paternelle, oui, ça peut modifier parce que c'est un facteur important de mutation, un cancer masculin. Non, non, pas masculin, Alors, c'est de la si branche un cancer du paternelle, sein du non, père, est-ce que ça change? non, c'est-à-dire que l'hérédité passe aussi bien par la lignée oui, maternelle oui, que paternelle. Je crois que c'est ça la question, hein. voilà. Donc oui, oui, c'est. D'accord. Après, il disait, est-ce qu'il y a une indication du PARP en cas de BRCA1? Ah oui, oui, je l'ai expliqué, hein, donc que c'est un traitement efficace qui agit en cas de mutation parce que les gènes qui sont réparateurs sont devenus incompétents, donc on rajoute ces anti-PARP qui sont des systèmes de secours de réparation pour induire des modifications de l'ADN qui vont être tellement importantes que le remaniement de l'ADN ne va pas permettre aux cellules tumorales de se diviser. Donc oui, c'est le Laparib, enfin c'est les différents traitements par inhibiteurs de PARP qui sont indiqués en cas de mutation chez les patientes atteintes. Et quelle est la durée du traitement? En fait, c'est un traitement à vie? Non, non, ce n'est pas un traitement à vie. Ah, non. Je pense que Marc peut répondre. C'est un traitement d'une durée de 1 an pour l'adjuvant, hein. Par contre, si malheureusement il y a des métastases, là c'est à vie, mais autrement c'est un traitement pour une durée de 1 an. Donc, un traitement d'une durée d'un an, qu'est-ce que ça, quel impact ça a en fait? Ah bah ça augmente les chances de guérison et ça D'accord, diminue les risques de rechute de manière slightly significative. d'accord, ok. Là, je Alors, pense que c'est une question pour Jean-Yves. Oui. J'aimerais savoir quel est le geste à faire ou la prise en charge de masse ou nodule d'un douloureux chez une patiente de moins de 30 ans, oui. parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas d'imagerie avant 30 ans, seulement en cas de risque élevé. Alors, si une patiente a des seins douloureux avant 30 ans, déjà, il ne faut pas faire de mammographie. Le seul examen à faire, c'est l'examen clinique d'abord, très important, et l'échographie mammaire, qui sera là surtout soit pour la rassurer, soit pour trouver un nodule bénin type fibroadénome ou kyste aussi qu'on peut avoir avant 30 ans. Mais globalement, en général, l'examen clinique suffit largement. Et s'il y a une angoisse, c'est une échographie, mais pas de mammographie. Question sur tomosynthèse ou C-views, quelle est la différence? Ou, Ou C-views? ah, le CView. Ah oui. Alors, très bonne question. Mais là, c'est une question de connaisseur, là, hein. Je vous explique. Donc, en fait, la tomosynthèse, donc quand on fait une mammographie, en fait, on prend le sein dans sa globalité. Lorsque l'on fait une tomosynthèse, ça se fait à partir d'un appareil de mammographie, eh bien, on va couper le sein en coupe très fine, millimétrique, qui va nous permettre d'analyser millimètre par tranche. En fait, ce sont des tranches. Aujourd'hui, quand on fait une mammographie avec tomosynthèse, on fait un cliché de mammographie, si on prend la face par exemple, et un cliché de tomosynthèse qui rassemble l'ensemble de ces coupes et qui représente un petit peu plus qu'en termes de dose de rayon X d'une mammographie.
Donc, si bien qu'on a, lorsque l'on fait une mammographie plus une tomosynthèse, l'équivalent de 2 clichés. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'à partir des coupes fines, les fameuses coupes fines qui sont faites par un cliché, c'est de faire une reconstruction numérique qui va nous permettre de reconstruire une image de face comme celle qu'on avait prise au départ. Et donc, l'idée, c'est de dire, au lieu de faire 2 clichés face plus tomosynthèse, c'est faire juste un cliché de tomosynthèse et reconstruire de façon numérique pour avoir une face complète. Aujourd'hui, ces reconstructions sont intéressantes, se rapprochent d'un point de vue diagnostic et sensibilité et spécificité de la mammographie, mais restent encore inférieures. Donc, c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait encore, et toutes les études ont été validées, en particulier dans le cas du dépistage en France, par mammographie un cliché plus tomosynthèse qui représente l'équivalent d'un cliché. Mais donc, c'est une reconstruction numérique que le CView. Alors, tu as une autre question. Est-ce que la tomosynthèse est disponible dans tous les centres de radiologie? Elle va l'être dans tous les centres. Au départ, c'était les centres extrêmement spécialisés en scénologie parce que ça a un coût, mais ça a un coût pour le radiologue, pas pour le patient. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun supplément financier pour le patient. Donc ça, c'était quelque chose d'important à rappeler. Par contre, ça veut dire aussi que le radiologue, il faut qu'il ait les moyens, qu'il fasse suffisamment d'examens de scénologie pour pouvoir accéder à la tomosynthèse qui a un vrai coût financier et qui n'a pas de remboursement particulier puisqu'il n'y a pas de paiement particulier. Alors, c'est un one-man show pour toi, Jean-Yves. Hein, Comment surveille-t-on les femmes porteuses de prothèses mammaires en radiologie? Alors, on les protège, oui. On les examine, par d'abord l'examen clinique, j'insiste beaucoup, hein, en scénologie, l'examen clinique reste un élément fondamental. Ensuite, on peut faire une mammographie chez une patiente qui a des prothèses et on a des techniques pour cela. On a la technique qu'on appelle la manœuvre des clowns. Alors, en quoi cela consiste? Eh bien, la manipulatrice, avec beaucoup de douceur, refoule la prothèse, ce qui permet de dégager la prothèse du champ radiologique et de voir plus que le sein à analyser. La deuxième façon d'analyser des prothèses, des seins avec des prothèses, c'est l'échographie mammaire, puisque l'échographie est un examen qui va permettre, comme l'examen clinique, d'explorer toutes les parties du sein, y compris celles difficiles d'accès à la mammographie. Donc, c'est l'échographie. Et enfin, la question qui se pose, faut-il faire une IRM lorsque l'on a des prothèses? Ça, c'est une question classique. Et je réponds que si c'est une prothèse sur laquelle on n'a aucun risque de complications, on n'a pas de raison de faire une IRM systématiquement. On l'a fait lorsqu'on a un doute de rupture. En particulier, pour le chirurgien, il est important de connaître le type de rupture et l'intensité de cette rupture. Donc, en résumé, examen clinique, mammo, échographie sans problème. L'IRM, pas systématiquement, malgré ce que l'on peut entendre. L'IRM est à réserver lorsque l'on a un doute de rupture ou, par exemple, chez une femme qui a un risque haut de cancer du sein et quand on n'est pas sûr d'avoir exploré parfaitement le sein, dans ce cas-là, l'IRM peut être proposé. Alors, toujours pour toi, comment surmonter la difficulté par rapport aux radiologues qui refusent de faire des mammographies pour les patientes de moins de 50 ans sur la justification de l'irradiation, je présume, et pour les patientes qui ont une indication de faire une IRM et certains radiologues refusent? Oula. Le radiologue qui ne veut pas travailler. Mais il faut changer de radiologue déjà. C'est une première méthode. Mais non, je pense que sur l'irradiation, enfin les orateurs précédents l'ont parfaitement rappelé en termes de risque. Aujourd'hui, ce qu'il faut raisonner, c'est en termes de bénéfice-risque. Et le risque du dépistage, le risque de cancer radio-induit est infime par rapport aux bénéfices en termes de dépistage et donc de gains en termes de survie par la mammographie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille en numérique, donc on est beaucoup moins irradiant qu'avant. Et troisièmement, on utilise les techniques adaptées, c'est-à-dire l'échographie et la tomosynthèse. Donc si le radiologue ne veut pas faire tout cela, ben, c'est un peu dommage. Donc, mais normalement, aujourd'hui, les radiologues se sont totalement à jour de ce type de technique, surtout que le dépistage organisé a validé l'utilisation de la tomosynthèse. Voilà ce que je peux dire sur ces problématiques.
Alors, moi, j'avais une question sur la tomosynthèse. Donc, apparemment, il n'y a donc une supériorité de cette technique d'examen. Est-ce que sur le plan national de l'équipement, est-ce que c'est l'examen, c'est la technique prédominante ou c'est encore minoritaire? Non, elle est complémentaire, attention. Aujourd'hui, toutes les études ont montré que c'était mammographie plus tomosynthèse, hein, l'efficacité. Hein, ça, c'est un point extrêmement important. Mhm. Une tomosynthèse seule, pour le moment, comme je l'ai dit, même avec la reconstruction, n'est pas supérieure D'accord, ok. à la mammographie plus la tomosynthèse. Donc, c'est mammographie plus tomosynthèse. Et pour le développement, en fait, aujourd'hui, le fait que le dépistage organisé et validé la tomosynthèse, c'est extrêmement important. Pourquoi ça a mis beaucoup de temps? Parce que, comme vous le savez, dans le dépistage, on doit être en mesure d'avoir des critères de contrôle de qualité. Et on ne les avait pas, justement, ces critères-là. Aujourd'hui, on les a. Et maintenant qu'on les a, je pense que la tomosynthèse va se développer dans de très nombreux cabinets de radiologie. Et ce que j'espère, c'est que plus il y aura de demandes et plus les prix vont baisser en termes pour l'acquisition de ces technologies. Oui, mais en termes d'équipement sur le plan national, est-ce que c'est minoritaire aujourd'hui ou c'est quel est- On doit être à 30-40% aujourd'hui. 30? Ah oui, d'accord, quand même. Voilà, Alors, on moi, n'est j'avais une pas du question un peu personnelle parce que euh, on voit que l'utilisation de l'IRM, bon, l'échographie, mammographie, je pense que pour un clinicien que je suis, euh, je pense que je fais pas trop d'erreurs dans la prescription parce que quand je marque en général mammo plus ou moins écho. Mais parfait. il y a des indications, vous l'avez vu tout à l'heure, d'IRM, vous avez marqué écoulement, enfin assez rapidement sur une diapositive. Mais alors, en tant que praticien, qu'est-ce qu'on doit mettre sur la prescription? Est-ce qu'on doit mettre imagerie du sein et puis vous choisissez? Alors, déjà, alors, déjà, par rapport au diagramme que j'avais montré, j'ai volontairement pas insisté sur les autres puisque Oui, c'était dépistage, hein, c'était ça, oui, bien sûr, non mais bon, on élargissement de élargit, dépistage. on Voilà, alors on élargit. va élargir le sujet. Sur la demande, je pense qu'il faut que vous marquez, au départ, la patiente, on commence jamais par une IRM. On commence par une mammo ou une écho, D'accord, et en fonction de ça, on pourra élargir d'accord, l'indication de l'IRM. Et d'accord. donc, on sait déjà au moment, nous, c'est ce qu'on explique aux patients, c'est-à-dire que quand il y en a un écoulement, par exemple, eh bien, on ne va pas passer à l'IRM direct, on va déjà faire un frottis, on va faire une lame. Parce qu'il Hmm, est évident que si c'est une lame avec du sérosanglante ou hmm, s'il n'y a pas de cellules, on n'est pas du tout dans le même contexte. hmm, Donc, là encore, j'insiste beaucoup sur la spécialité sénologique qui est une spécialité radioclinique. C'est extrêmement important. Et en fonction de ça, on adapte les indications de l'IRM. Et puis, le téléphone fonctionne aussi, hein. On peut discuter aussi avec le correspondant ou par hmm. l'intermédiaire de courrier. Et ça, c'est extrêmement important que pour l'intérêt de la patiente, il faut vraiment qu'il y ait une transversalité de prise en charge des patients avec les cliniciens et les anapathes. Non, mais votre réponse est claire, c'est-à-dire que d'abord, ça commence par une mammographie, et puis vous élargissez en fonction Absolument. de l'indication, ou de l'imagerie, ou de l'âge, ou des facteurs de C'est ce risque. qu'on Ok, marque dans la conclusion, en fait. d'accord. C'est pas la peine que nous, on le mentionne, quoi. Donc c'est mieux comme ça, oui. Ok. Alors, il y a d'autres questions qui sont apparues. Ah, Euh, Encore pour de radio d'ailleurs. Est-il prévu de former les radiologues travaillant dans les programmes de dépistage du cancer du sein à la lecture avec l'IA? Ceci afin de limiter au maximum les faux positifs et comprendre l'influence de l'IA sur sa propre lecture. Ben, c'est ce qui a été fait, c'est la diapositive que j'ai montrée. En fait, on a montré que l'IA avait un apport supplémentaire, mais pour le moment, ce qui a été prouvé, c'est lecteur 1 radiologue et en lecteur 2 qui serait en remplacement. Donc là, la question qui est posée, c'est deuxième lecture faite par un deuxième lecteur plus l'IA. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est L1 plus IA versus L1 plus L2. Et on a montré que L1 plus IA pouvait être aussi efficace, au moins aussi efficace que L1 plus L2. Une autre question, Mamo annuel cité HM. Je dis un mot. Les Oui, recommandations officielles, c'est toujours tous les 2 ans hein, dans le cadre ah du ouais. dépistage organisé. Après, ça va être du cas par cas en fonction de la tête, de la mammographie et de l'aspect des seins de la patiente, enfin de la femme. Mais en l'occurrence, c'est normalement non, on n'augmente pas le rythme des Ouais. mammographies si la patiente Bah prend oui. un traitement hormonal de ménopause. alors je rajouterai quelque chose de très important. Lorsque l'on met en place un traitement hormonal, il est très important de faire la mammographie la première fois, la première année. Pourquoi? Parce qu'on sait que le traitement hormonal
ne génère pas de cancer, mais être promoteur, va développer un cancer du sein. Donc on s'est dit que si on l'avait loupé au départ, parce que c'est un petit cancer, et s'il augmentait sous traitement hormonal, on le rattrapera plus vite à 1 an. Donc la première mammographie à faire après la mise en place du traitement hormonal, c'est la première année. Et ensuite, on adaptera en fonction des antécédents familiaux, de la densité. Si ce sont des seins extrêmement denses, c'est évident qu'on aura tendance à rapprocher la mammographie suivante par rapport à une femme qui a des seins parfaitement clairs. Donc voilà, donc c'est ce que tu dis, Marc, c'est-à-dire tous les 2 ans normalement par défaut, mais la première fois, c'est à la première année. Quelle est la place de l'angiomammographie dans tout cela? Intérêt pour les femmes jeunes. Dans le cas du dépistage, je ne crois pas. Alors, tu as déjà répondu là-dessus. L'angiomammographie, alors pour rappel, c'est l'injection d'iode chez la patiente pour pouvoir mettre en évidence des lésions. L'angiomammographie, c'est un petit peu l'IRM du pauvre, c'est-à-dire que ça va donner a priori les mêmes résultats, la même sensibilité, peut-être avec une spécificité un peu meilleure pour l'angiomammographie. Le seul problème, c'est que l'angiomammographie, c'est un examen qui va être irradiant. Or, chez les patients, par exemple, qui ont des mutations BRCA, on va limiter le nombre de rayonnements, donc on ne fera jamais d'angiomammographie. On le fera, par exemple, chez les patientes claustrophobes. Ça peut avoir un intérêt. D'autre part, lorsque l'on va chercher chez un chirurgien, pourra, avant intervention, pourra demander une angiomammographie. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait une IRM, la patiente est couchée sur le ventre et donc les rapports anatomiques ne sont pas habituels par rapport à une mammographie, alors que quand on fait des clichés d'angiomammographie, on fait des clichés identiques à la mammographie, c'est-à-dire de face et de profil, et donc ça se rapproche beaucoup plus facilement pour l'identification et l'analyse par le chirurgien. Mais ça reste une technique qui reste vraiment à la marge, même si on en parle beaucoup parce que c'est un nouveau sujet, mais aujourd'hui, il y a peu d'indications de l'angiomammographie. Donc sensibilité équivalente à l'IRM, peut-être spécificité un tout petit peu meilleure. Alors, une question un petit peu éloignée là aussi du sujet. Conduite à tenir devant un écoulement sanguinolent unipore avec une écho-mammo normale chez une femme de 48 ans. A priori, ça revient à ta question sur la place de l'IRM. Oui. Donc, je te laisse peut-être répondre, Marc, parce que c'est toi le clinicien ici, avec mes confrères. Si c'est un écoulement spontané, unipore, chez une patiente avec un examen clinique par ailleurs normal, et si l'imagerie standard ne montre rien, c'est sûr qu'on aura tendance à lui proposer une IRM. Absolument. Alors, il faut dire que les galactographies, qui étaient des examens historiques, on en fait de moins en moins. Pourquoi? Parce que les radiologues ne savent plus la Ils ne savent faire. plus les faire. Hein. Ils ne savent plus les faire. Voilà, que les cathéters ne sont plus en vente. Donc là aussi, ce sont des cathéters mousse un peu spéciaux, donc c'est compliqué. Et donc, en fait, on réserve l'IRM à des indications très particulières. Pourquoi? Parce que c'est le risque de faux positifs. Et que la question, c'est de se dire, on va faire une IRM pour une question d'écoulement, mais finalement, on va se retrouver avec d'autres anomalies qui vont générer d'autres examens qui vont être encore plus embêtants. Donc, l'indication, il faut vraiment que ce soit un écoulement unipore, surtout s'il est vraiment sanglant et si la cytologie a montré des cellules glandulaires atypiques. Bon, enfin, un écoulement, c'est pas normal hein, quand même. Ouais, non, non. Les clichés de Tomo sont-ils pris en compte dans Kisano pour être mis à disposition du L2? Alors là, on entre dans le spécifique, Jean-Yves. Non, pas pour le moment. Pour le moment, non. On n'en voit que les 2D. Il y avait une question aussi sur votre avis sur un radiologue qui faisait l'échographie mammaire euh, de toutes ces patientes entre les mammographies, avant 50 ans. Est-ce J'ai qu'il pas pense compris. que c'est justifié ou... Ben, normalement, si elle a des seins clairs, ce n'est pas justifié. Il y a 3 indications de l'échographie mammaire. Première indication, c'est des seins denses. C'est-à-dire, en fait, on ne voit pas bien, l'échographie vient en complément. Deuxième indication, c'est l'examen clinique est anormal. Vous avez senti, vous, clinicien, une boule, et donc l'échographie va être le prolongement de votre examen clinique. Troisième indication, c'est on a fait une mammographie, quelle que soit la densité du sein, si on a une anomalie en échographie, en mammographie, à ce moment-là, l'échographie va analyser l'image vue en mammographie et améliorer la spécificité. Donc voilà les 3 indications qu'il faut retenir. Donc celui qui est fait systématiquement, c'est qu'il y a un problème. C'est si elle a des seins clairs, si elle a un examen clinique normal et si elle n'a aucune anomalie mammographique, il n'y a pas d'indication à faire une échographie.
Et sur l'idée d'alterner un an mammo, l'année d'après écho, Oui, c'est une demande actuelle, une tendance actuelle pour ceux qui ont peur des rayons, mais ça peut être intéressant pour les femmes à risque et qui n'a pas envie de faire des mammographies tous les ans. Mais moi, je ne suis pas un adepte de cette façon de faire. En tous les cas, il y a aucune recommandation officielle là-dessus. Mais on n'est pas revenu sur la question de la soirée, c'est-à-dire, faut-il élargir? Alors finalement, est-ce que c'est plutôt 45 ans ou 40 ans? Quel est votre point de vue là, tous les trois? bon, écoute, moi j'aurais tendance à dire il faut faire une mammographie de référence à 40 ans. Ça. Et puis après, bah, si on a les sous et les radiologues pour, euh, au moins faire le dépistage à partir de 45. Voilà, À d'accord. partir de 45. Bah, ce serait une bonne vous êtes d'accord, Oui, Anna, Jean-Yves? Alain, c'est parce que pardon. Alain, Oui, oui, toujours là. qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, moi je partage aussi ce point de vue. Je pense il doit y avoir un examen de référence et puis après, en fonction du terrain, une conduite un peu différente suivant Mhm. euh, les risques des patients respectifs. Tout à fait. Ouais, Moi, je pense vraiment qu'il faut vraiment faire cette consultation à 40 ans, c'est-à-dire dans lequel on va avoir la patiente avec des antécédents familiaux, si elle a déjà eu des biopsies, si elle a descendance ou pas, parce que tout ça fait qu'on va adapter le rythme de la surveillance et ensuite proposer éventuellement, si elle a des seins clairs, si elle n'a aucun risque, de faire son dépistage à partir de 45 ans. Mais si elle a des risques associés, évidemment, faire des examens entre 40 et 45 ans. c'est une bonne conclusion, Marc, non? Bah, bon, après, c'est tout le débat sur dépistage organisé puis dépistage individuel, quoi, hein. Donc, Ouais. voilà. Bon, je pense qu'il y a eu pas mal d'échanges très intéressants. Bon, sachez quand même qu'il y aura un replay qui sera à peu près disponible dans 10 jours à peu près. Et donc, vous pourrez revoir ces échanges très riches et très intéressants. Et avec des réponses à des questions aussi. 7h30, on est bien quand même, vous êtes On est incroyables bon? tous. Bon, alors il y avait juste un dernier commentaire d'une personne qui disait, oui, mais c'est bien de communiquer au moment d'Octobre Rose, mais peut-être que c'est un peu insuffisant. Et finalement, elle a peut-être un peu raison, parce que le dépistage ciblé, s'il peut être un peu plus important, enfin, le dépistage, pas ciblé, le dépistage organisé, si la participation peut être un peu plus importante, bah, ça sera encore mieux pour les patients, quoi, évidemment. Ah bah, c'est essentiel en termes de réduction de la mortalité à l'échelle de la population. Ouais, Si on n'a pas une participation importante, on ne pourra jamais la mettre en évidence. ouais. Donc, ça, c'est sûr. Il faut se battre pour que ce dépistage continue à vivre. Bon, merci à tous les quatre, tous les trois. C'était vraiment passionnant. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris, donc je pense que tout le monde a beaucoup appris également. Et il y en a eu des éléments pratiques en plus. Donc, c'était l'objet de ce webinaire. Donc, à bientôt pour notre prochain webinaire. Bonne soirée. Au revoir, bonne Au revoir. soirée. Merci.